C'est bien. Non, mais dans les vidéos, en général, j'ai la tête Bonsoir à toute basse. tous. Alors, les gens, quand Voilà. ils me voient, ils Une pensent voir ambiance, un petit monsieur et un grand monsieur. Ils disent, c'est pas beau. voilà, une ambiance très sympathique ce soir, vous le voyez, avec Bertrand et avec notre ami François Dubois. Les deux présents ce soir pour une actualité extrêmement chaude, extrêmement dramatique même, si on se fie à ce qui s'est passé à Marseille. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte, lui, Bertrand, il est à Lourdes, dans un monastère, il marche pour Gaza avec son kéfier, dis-moi. Il y a du monde là-bas ou quoi? C'est quelque chose d'organisé Ah non, naturellement? non. En fait, j'ai commencé à marcher le 15 août l'année dernière. Là, c'est la quatrième fois que je pars marcher. Donc là, je vais partir 10 jours depuis Lourdes à partir d'après-demain. Là, en ce moment, je suis à Lourdes, en fait. Donc, je profite de cette ville assez magique. J'aime beaucoup Lourdes. Et c'est la troisième fois que j'y passe dans mes périples. Et donc, ça s'appelle Pas à pas vers Compostelle pour les Palestiniens de Gaza. J'en suis à peu près à 2500 km. Super. En tout Donc, cas, c'est ma troisième paire de chaussures. magnifique. Alors, François, qui est très croyant lui aussi, aurait pu être avec toi à Lourdes, mais c'est pas le cas. Il est en famille, j'imagine, pour la rentrée des classes, n'est-ce pas? Effectivement, avec beaucoup de boulot quand on a 3 enfants. Avec beaucoup de boulot. En tout cas, merci François, qui était venu la semaine dernière, une émission qui a été incroyablement suivie, puisqu'on a eu 64 000 personnes qui sont venues regarder cette émission. Il faut dire que à chaque fois, c'est des propos qui sont très, très puissants, qui sont très, je dirais, très bien pensés, et des propos, en tout cas, qui sont bien ressentis, puisque c'est quelqu'un qui a une expérience de terrain incroyable. Il a été gendarme pendant très longtemps, et donc il connaît le sujet dont on va parler ce soir spécifiquement, puisqu'il s'agit des problèmes de sécurité en France, eu égard notamment à ce qui a pu se passer hier à Marseille. Alors, on va revenir dans tout cela dans le détail, mais avant cela, je tiens à saluer le public, Sured, qui est là ce soir, comme tous les soirs, tout comme Raymond Bouchard, qui est là également. Nous avons nos amis qui viennent de Suisse, de Belgique, d'outre-mer, mais également du Canada. Ça, c'est absolument formidable. Nous avons également Jean-Paul qui fait une courte apparition. Jean-Paul, c'est un peu la star du chat. Mais ici, pris le bec avec quelqu'un, avec un troll. Et depuis, je ne sais pas pourquoi, il n'est plus là. Mais il est quand même en sourdine. Le rossignol est à faune, dit-il Jean-Paul. On a Astrid. Astrid qui a lu ton livre, François, et qui l'a beaucoup apprécié. Merci. Beaucoup apprécié. Et elle le dit. Voilà, on reviendra sur ton livre, bien sûr, à la fin, comme sur la lettre de Bertrand. Il faudra que vous puissiez également vendre un peu ce que vous avez dans votre besace, messieurs. C'est intéressant que le public sache exactement ce qu'il y a de votre côté à acheter, parce qu'il souhaite vous aider également, ce public. Astrid, qui nous met formidable de retrouver François ce soir. Voilà, son dernier livre est passionnant, elle aussi. Voilà, on a Eric également qui est là, et puis on a tous les autres, Baria, bien sûr. Donc on a des gens de tout horizon, de toute origine, de tout milieu. C'est ça qui est absolument génial chez nous. On est estampillé rien du tout. On n'est ni RN, ni LFI. On est encore moins macroniste, comme vous le savez. On n'est pas centriste et on n'est pas LR non plus, parce que LR et Macron, c'est pareil. Donc, on est rien du tout. On est simplement indépendant de pensée, de philosophie, tout en étant. Si, on croit en Dieu et en Jésus-Christ et en Marie. Exact. C'est déjà pas mal. Hein. C'est une déjà... sacrée étiquette dans le monde actuel. Déjà beaucoup, ouais. Comme le docteur Trotta qui est venu hier soir, docteur Trotta qui a appris en direct, tenez-vous bien, le fait qu'il soit évincé du monde de la médecine. Il n'a plus le droit d'exercer, le docteur Trotta, vous vous rendez compte? Il n'a plus le droit d'exercer. Et en plus de ça, il a 2 ans de prison avec sursis. Donc, à la moindre incartade, direction la casse-prison. Donc, inutile de vous dire qu'il a été incroyablement sous choc hier soir, et pourtant il a réagi ultra dignement, puisque c'est un croyant, avec tout le discernement voulu. Je pense que ça vous aide, François, ça t'aide, toi aussi, dans ton métier,
Le fait d'être croyant, ça te donne une certaine forme de stabilité, peut-être en interne aussi. La foi, bah, c'est quelque chose de nécessaire. On ne serait pas là à exprimer les idées qu'on exprime et à avoir les prises de position qu'on a si on n'était pas croyant, parce que ça fait aussi partie du logiciel de toute façon. On a affaire, ça c'était justement la thématique de mon premier livre, on est dans un monde d'inversion totale des valeurs catholiques de toute façon. C'est aussi ça qu'on montre du doigt en étant catholique, justement. C'est ce contre quoi on cherche à lutter, c'est ce qu'on cherche à dénoncer. Le monde aujourd'hui, c'est un peu, si on veut le résumer, plus que l'aspect manichéen du bien contre le mal, c'est le combat de la vie contre la mort, c'est le vivant contre le mortifère. Aujourd'hui, nous, nos prises de position, il me semble que là-dessus, on converge totalement, tous autant qu'on est ce soir. Nos prises de position, elles abondent clairement dans le sens de la vie et du vivant. Et les forces contre lesquelles on se bat sont des forces clairement occultes. Hein. Voilà, on va peut-être pas partir sur l'émission là-dessus, mais je pense avoir suffisamment écrit là-dessus d'ailleurs. Exact, exact. Alors, le thème de l'émission, c'est les problèmes de sécurité qui se posent aujourd'hui en France. Alors, j'ai fait une minute un peu pour poser le décor par rapport à ce qui s'est passé à Marseille. On la regarde et messieurs, vous allez rebondir tout de suite après là-dessus. Bonjour à tous. Alors, quelles sont les 9 raisons? C'est pas celle-là. Alors, ça commence bien. J'en ai fait 2 aujourd'hui, mais c'est celle-là. Bonjour à tous. Et oui, on a eu la confirmation il y a quelques instants. C'est un fait extrêmement grave. Ce gouvernement et ce président de la République ont tout simplement abandonné la France. Ils ont abandonné le peuple de France, le privant de son b.a.-ba, c'est-à-dire la sécurité. Regardez le Abdelkader de Marseille. Il était en liberté alors qu'il avait déjà poignardé son neveu. Une honte. Il a finalement été éliminé hier par des policiers qui ont rétabli à cette occasion la peine de mort. Mais là, pour le coup, vous le voyez, personne ne dit rien, encore moins ceux qui veulent mettre Badinter aujourd'hui au Panthéon. Combien de types comme lui, les routards des crimes, pour les appeler, connus pour leur violence, leur radicalité, vivent encore aujourd'hui dans nos rues et dans nos campagnes, à Marseille et ailleurs. La France, aujourd'hui, c'est ça. C'est un état de droit qu'on a tout simplement dévergondé. 343 000 titres de séjour délivrés l'an dernier, dont uniquement 58 000 pour réellement travailler. Qui a permis donc à cet individu, cet Abdelkader de Marseille, qu'il devienne en situation régulière? Réponse, tout simplement les électeurs de la Macronie. Imaginez le contexte national aujourd'hui et surtout demain si on laisse encore cette Macronie au pouvoir. Mon programme, il est très clair dans ce domaine. À la première incartade, ça devrait être dehors. Il y a un petit souci technique, mais en tout cas, vous avez bien compris l'esprit, messieurs. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette minute, mais là, visiblement, il y a un petit problème. Mais vous avez bien compris l'esprit de cette minute. Aujourd'hui, les types qui sont condamnés, on les libère tout simplement. Ils reviennent dans les rues et là, ils commettent vraiment les pires des crimes possibles et inimaginables. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question aujourd'hui, et c'est la grande question de cette soirée, une soirée en lien avec la lettre confidentielle de géopolitique profonde. Il est question d'Israël et de Gaza, et on parlera de Gaza à la fin de l'émission avec notre ami Bertrand, qui fait un pèlerinage à Lourdes, je vous rappelle, pour une marche pour Gaza. Voilà. Et vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc, je reviens à la grande question du jour, ces problèmes de sécurité. Bien sûr, François, on va lui donner la parole en premier parce qu'il est ô combien bien placé pour nous en parler, puisqu'il a été gendarme pendant des années. Aujourd'hui, est-ce que tu vois, François, la situation se dégrader à vue d'œil, comme le disent certains? Oui, tout à fait. Alors attention, il faut se méfier quand on regarde les statistiques du ministère de l'Intérieur, on a parfois des résultats qui sont présentés de façon assez positive. Alors il faut voir que quand même, on a globalement une physionomie de la délinquance qui change déjà, et puis aussi une typologie de crimes et de délits qui a varié. Alors effectivement, on vous dira, oui, il y a moins d'atteintes aux biens, effectivement, il y a un recul des cambriolages, par exemple.
parce que les gens mettent plus de moyens dans les systèmes de défense des maisons, il y a plus de dissuasion, etc. Il y a eu aussi un petit peu d'efforts qui ont été faits sur le plan, sur le plan gendarmerie, police, à ces niveaux-là. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des atteintes aux personnes, on a des atteintes aux personnes de plus en plus graves, avec, par exemple, si on prend en 2024, puisqu'on parlait des attaques au couteau, il faut savoir que c'est à peu près, je crois que le chiffre, c'est 10 397 attaques au couteau en 2024, ce qui représente à peu près 28 attaques par jour, hein, donc plus qu'une par heure, il faut imaginer, hein, pour situer un petit peu le climat de violence qui règne sur le pays. Donc, on ne peut pas dire que la situation s'améliore, bien au contraire. Et ça, quelque part, on en retrouve la conséquence dans le milieu carcéral, puisqu'effectivement, le nombre de personnes incarcérées ne cesse d'augmenter. Et on a un record au mois de juillet 2025 qui doit s'établir autour de 84 000 et quelques détenus. 84 000 détenus, attention, c'est le chiffre de personnes détenues, ça ne veut pas dire qu'elles sont tous incarcérées. Ça veut dire qu'elles peuvent aussi avoir un bracelet électronique et donc être privées de liberté de la sorte. En réalité, dans les prisons, il y a environ 70 000 personnes, on va dire un petit peu moins de 70 000, qui sont réellement incarcérées. Et ce qu'il faut savoir, quand je parlais de changement de physionomie de la délinquance, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, à l'heure où je parle, sur ces 70 000 personnes qu'on a incarcérées, on a un tout petit peu moins de 20 000 personnes qui n'ont pas la nationalité française. Wow. Je ne parle pas de gens d'origine étrangère, je parle de gens, 20 000 personnes à peu près qui n'ont pas la nationalité française, qui occupent actuellement donc c'est à peu près 25% hein, de la place en prison. Voilà, ça c'est pour donner un ordre d'idée. Alors déjà, peut-être par rapport à ça, Bertrand, tu réagis comment par rapport à ces chiffres qui sont complètement dingues? Eh ben, écoute, moi ça ne me surprend pas parce que j'ai été en garde à vue, comme vous savez, dans l'affaire Brigitte. J'ai passé 35 heures, donc une nuit, et j'ai partagé ma cellule avec un Pakistanais qui parlait pas français, pas anglais, et qui était, on a dormi dans la même cellule et qui était là pour une affaire de grand banditisme en fait, puisque lui il avait été cherché par plusieurs fourgonnettes avec mitraillettes, etc. Donc voilà, on était dans la même cellule. Donc moi j'étais là parce que j'avais fait des tweets qui ne plaisaient pas. Et voilà. Donc, et toutes les cellules étaient pleines, hein, puisqu'à partir du moment où c'est des cellules pour une personne, donc si tu as 2 personnes, ça te donne une idée du nombre de gardés à vue la nuit. Donc tu as hommes et femmes, drogués, alcool, violence, tweets. Alors c'est vrai qu'il y a une population, on l'évoquait tout à l'heure à travers ce chiffre, hein, 20% de personnes qui ne sont pas françaises dans nos prisons. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ces personnes-là alors aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que c'est ça le vrai problème, c'est la grande question de cette soirée. Qu'est-ce que décemment on peut faire de ces personnes-là qui commettent c'est toute la difficulté. En réalité, on a là une conséquence qui nous présente un petit peu les symptômes de la politique actuelle. Aujourd'hui, on entend traiter le problème de l'immigration par la politique intérieure. Essentiellement, quand on nous parle dans les médias de problème d'immigration, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'exprime. Par effet domino, ça peut être le ministre de la Justice dans certaines situations, mais on reste en fait cantonné à la sphère intérieure. Et ce problème est très bien connu de nos autorités. Et c'est là qu'est le piège finalement. Et c'est là qu'est le côté sournois. C'est qu'ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils font. Et qu'en réalité, au-delà du fait qu'il faudrait certes beaucoup réformer la politique intérieure, et encore, pour régler ce problème, la majorité de ce problème, elle vient de la politique extérieure. Donc, c'est un problème d'ordre plutôt géopolitique et de politique internationale. Et là-dessus, on se voile complètement la face. Alors, pour la facette intérieure, par exemple, si je prends l'exemple Vas-y. Si je prends l'exemple pour le traitement
l'hypocrisie du traitement sur la facette politique intérieure, on peut parler de ce qu'on appelle les ESI, donc les étrangers en situation irrégulière, quand on est en gendarmerie. La procédure, c'est la suivante. On parle d'une rétention administrative. Donc là, on ne parle pas d'une personne qui a commis en fait une infraction d'ordre judiciaire, mais on parle d'une personne qui n'est pas en règle sur le plan administratif et donc qui doit pas être sur le territoire. Là, on fait une procédure donc administrative et on parle de rétention administrative, ce qui n'est pas une mesure de garde à vue. Donc la personne, on doit la garder avec soi pendant une durée de 16 heures, pendant laquelle elle ne peut pas être mise dans une cellule fermée. Donc ça veut dire que si je dois la placer en cellule, moi je suis au PJ, je traite sa procédure, si je dois la placer en cellule, c'est porte ouverte avec quelqu'un qui est en permanence devant à surveiller. Tout ça pour remplir des tas de paperasses, et là je vous passe les détails parce que ce ne serait pas intéressant, se mettre en contact avec la police aux frontières et in fine, au bout de 16 heures, avoir un fax qui nous faxe son billet d'avion, qu'on lui donne de main à main et il repart libre avec son billet d'avion. Souvent incrédule quand c'est la première fois que ça leur arrive parce qu'ils ne comprennent pas en fait. On leur dit, bah voilà, vous devez vous rendre par vos propres moyens à l'aéroport avec votre billet, financé par le contribuable, et donc prendre l'avion à telle heure et tout ça pour retourner chez vous. Fini. Alors ça, c'est comme ça que ça se passe. Alors si ça, c'est pas une volonté politique manifeste et dissimulée au grand public, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, dans 99,9% des cas, pour ne pas dire 100%, quand je repartais en patrouille le lendemain, le gars, on le recroisait dans le centre, quoi. On le recroisait dans la ville, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est pour le côté politique intérieur. Pour le côté politique extérieur, certes, on subit en fait une vague de submersion migratoire, mais ces gens-là, au départ, il ne faut pas oublier une chose, ils ne sont pas venus l'arme à la main nous envahir dans un conflit frontal ou dans une invasion frontale. On les a fait venir. Et qui les a fait venir dans les années 80 ? SOS Racisme, ne touche pas mon pote, Mitterrand. Voilà. Donc là, c'est la bande à BHL, Julien Drey, Marek Alter et compagnie. Ouais. Et d'une certaine communauté. C'était un peu ce que j'avais envie de dire et je voulais insister là-dessus. En remontant même pas aux années Mitterrand, aux Glorieuses, etc., où on a fait venir beaucoup de personnes de l'étranger, un peu comme des tickets de loto en fait. C'est-à-dire s'ils s'inséraient bien, c'était super, on leur permettait de rester, et puis s'ils s'inséraient pas bien, on les mettait dans des banlieues horribles et en sachant très bien qu'un jour ça explosait. Mais aujourd'hui, on a un cas vraiment concret. Il y a Gaza, 2 millions de personnes qui sont sous des bombes. Et on a des plans, alors maintenant les Anglais, les Français, évidemment les Américains, les Israéliens, la communauté dont tu parles, qui disent, voilà, Israël veut plus de ces gens-là. Ils sont chez eux, mais Israël n'en veut plus. Donc il faut que des pays les accueillent. Alors les pays voisins, on voit ce que ça se passe, comment ça se passe. La Turquie, je crois qu'ils ont 1 500 000 Syriens, ça coûte quelques milliards à l'Europe. Ils sont traités comme des animaux, ils sont parqués parce que, pas que ce soit des gens dangereux, mais pour intégrer dans ton pays 1 500 000 personnes dans des périodes de crise comme en ce moment, la Turquie, ils ont eu des grosses dévaluations. Donc les Anglais disent, nous on accueillera, les Français vont accueillir. Donc en fait, parce que les Israéliens ont décidé de nettoyer ethniquement leur territoire de Grand Israël, ils continuent à faire ce qu'ils ont fait dans un pays comme la France, mais aux États-Unis, pareil, c'est-à-dire du métissage des populations, de la globalisation, puisqu'on voit également ça dans les publicités, où on nous explique qu'en fait, on est en apparence différents, mais on doit tous être ensemble, l'homme noir avec la femme blanche, etc., etc. Mais dans le cas des Palestiniens, il va y avoir 2 millions de Palestiniens qui vont arriver, qui vont devoir partir de chez eux, parce que les sionistes ou les juifs ou les khazars, ou appelez ça comme tu veux, considèrent qu'eux n'ont pas à supporter à proximité de chez eux ces personnes-là, mais qu'elles sont géniales chez nous. Moi, je suis ravi, j'aime bien les Palestiniens, je marche pour eux. Mais pourquoi est-ce qu'on va coloniser les pays en Afrique
qui n'ont plus de job, donc qui doivent venir chez nous? Pourquoi est-ce qu'Israël colonise sa région pour en permanence envoyer en Europe des personnes qui seraient nettement plus heureuses là où ont vécu depuis des générations leurs familles? Si tu regardes les images de Gaza avant la Deuxième Guerre mondiale, avant les kibboutz, mais c'est exactement comme la Riviera française. C'est des jolies maisons, des gens qui sont sur des terrasses, des jardins, des vignes, des oliviers, des troupeaux d'animaux qui paissent, etc. Qui est-ce qui vient foutre le bordel là-bas et nous donner l'impression que ces gens sont des terroristes? Qui? C'est ça qui est important. Riviera, attention au terme Riviera quand même, hein, parce qu'on sait on en veut beaucoup à Trump. Mais justement, Trump parle aujourd'hui d'en faire une Riviera, mais ça a toujours été un endroit qui faisait rêver le monde entier. Il faut imaginer toutes les villes qui ont été détruites après la Nakba sur la côte méditerranéenne de Palestine. Mais il faut voir les images quand elles restent, parce que souvent ces personnes ont dû partir sans même récupérer leurs appareils photo. En urgence, ils avaient à peine le temps de prendre les clés de la porte de leur maison. Et les villages ont été rasés. Les noms des villages ont été effacés. Et donc, moi, qu'on ne me parle pas de colonisation chez nous, on est responsable de la colonisation économique ou de la colonisation ethnique dont aujourd'hui on subit les conséquences. La Syrie, avant qu'on décide de faire des révolutions de couleur, c'était un pays extrêmement stable. L'Irak, avant qu'on décide de leur faire la guerre avec l'Iran ou qu'on fasse la révolution en Iran, c'était des pays dans lesquels les peuples géraient leurs problèmes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on est allé foutre le bordel chez eux? Regarde le Mali en ce moment, ou le Burkina Faso. Les armes ont été prises en Syrie, là au cours des derniers mois, les armes russes. Elles ont été données à des formateurs ukrainiens là-bas qui forment des terroristes. On sait tout ça, c'est documenté. Évidemment, ça ne passe pas dans les grandes télés. Et ils ont des drones, ils ont des armes, et ils sont en train de repousser l'armée légale du Burkina Faso. Moi, j'ai des interlocuteurs sur X qui sont au Burkina Faso avec qui j'échange depuis 3 ans. Ils me disent c'est le drame. On pensait qu'on était en train de sortir de l'ornière. Et de nouveau, les Français, les Anglais, aidés par des formateurs ukrainiens, etc., certainement le Mossad, sont en train de mettre en pièces notre armée régulière et de bousculer les Russes. C'est ça qui se passe partout. On fout le bordel partout. Et on va revenir sur la thématique du jour quand même. Mais c'est ça la thématique. Ah ouais. Si tu regardes le bouton sur notre visage et que tu ne comprends pas pourquoi le bouton apparaît sur notre visage, eh bien, tu ne traiteras jamais le problème. François, reprend la parole. Sur l'impact qu'il y a en France, pour moi, il y a une duplicité perverse de la communauté israélienne, dans le sens où il y a une partie de cette communauté qui organise en fait le déplacement des populations vers notre pays. Et là, je pense au réseau Soros et tous ceux dont j'ai parlé. Attali, d'ailleurs, Macron, Minc et tout ça en font partie et soutiennent finalement cette démarche. Et puis, il y en a une autre qui dénonce du doigt l'immigration. Et là, je pense au réseau de Gonladel et tout ça, qui joue en pompier pyromane. Mais en réalité, l'objectif est le même, puisqu'il participe à la fragmentation du pays. Il nous met les uns contre les autres et il communautarise encore plus. Donc, il y a vraiment une duplicité perverse là-dedans. Et en plus de ça, le paradoxe, c'est que les gens qui critiquent finalement, à juste titre, la submersion migratoire, sont la plupart du temps des sionistes. Donc, quand je prends Gonladel, mais il y en a d'autres, Meyer Habib ou autres, il y en a plein, sont des sionistes et Zemmour. Et ces gens-là s'arrangent s'arrangent parfaitement du fait que les Gazaouis puissent
quitter en masse dans un grand exode leur pays. Ça les arrange. Donc d'un côté, en fait, ils battent le fer et de l'autre, ils sont bien contents. C'est ça qu'il faut aussi dénoncer. C'est très fin comme analyse, effectivement. Et après, si tu veux, moi je ne comprends pas. Je soutiens à 110% la cause palestinienne. Pourquoi? Parce qu'on a des gens autochtones qui sont actuellement grands remplacés. En fait, on revoit ce qui se passe, ce qui s'est passé historiquement à plein d'autres endroits et à plein d'autres époques. Je pense aux Indiens d'Amérique, mais il y a plein d'autres exemples. Et là, on assiste à l'éradication pure et simple d'une population autochtone qui est là depuis des millénaires. Et il faut rappeler quand même que la communauté juive a été longuement quand même minoritaire sur plusieurs siècles en Palestine. Hein? Elle était présente, je crois, dans l'ordre de 62% à la fin des années 1800 à Jérusalem, mais 5% sur la Palestine. 5% sur la Palestine. D'accord? Donc, c'est rien du tout. La grosse vague migratoire israélienne, après 2000 ans d'abandon de la terre, on va dire, elle arrive finalement après 1948 et par des Juifs de l'Europe de l'Est essentiellement, hein, dont on va dire l'héritage revendiqué, parce qu'on parle de ça, hein, on parle d'une société qui est racialiste, tribaliste, et donc qui regarde l'ethnie, hein, et ces gens-là se revendiquent d'un héritage sémite, alors qu'ils ne le sont pas, quoi. Exact. Aujourd'hui, on a un Netanyahou qui s'appelait Miloveski, je crois, auparavant. Enfin, le nom de famille, c'était ça. Hein. Et son père, ouais, c'est ça. Et son père était un sioniste révisionniste. Donc, ces gens-là, en fait, c'était le bras droit de ont monté une forme d'escroquerie. C'est une escroquerie intellectuelle. Donc, pour vous, pour résumer, là, déjà, ces 20 premières minutes d'émission, pour vous, le gros problème, c'est Israël, en fait, derrière l'immigration en France, quoi. En gros, pour résumer, et pour vous comprendre tous les deux, c'est ça. En fait, pour bien, si je complète, parce qu'en fait, je pense qu'on va exactement dans le même sens avec François depuis tout à l'heure, on a des gens qui instrumentalisent dans tous les pays les flux selon uniquement leurs intérêts. Parce qu'aujourd'hui, si tu écoutes Netanyahou, quand il parle de son rôle vis-à-vis des islamistes, entre guillemets, dans sa région, il dit « Je suis le dernier rempart, Israël est le dernier rempart avant l'invasion chez vous ». Sachant que l'invasion, entre guillemets, n'a jamais eu lieu, comme François l'a dit, c'est les conséquences de projets d'établissement chez nous de main-d'œuvre pas chère. Les Allemands s'en sont vantés avec les Syriens. Ils avaient des gens qui payaient 1 ou 2 euros de l'heure, des gens très qualifiés, qui étaient payés comme des esclaves, parce qu'il n'y avait pas de salaire minimum et c'était pris en compte par des associations, des appartements gratuits. Donc, la haine qui est développée chez nous, qui a permis de fracturer la société entre LFI et RN pour simplifier, donc de faire le lit de Macron, mais Mitterrand avait fait exactement la même stratégie. En fait, tu crées des extrêmes de plus en plus grands que tu fais détester par tous les gens qui ont peur, parce qu'à la télé, on leur répète en boucle que ces gens sont dangereux. Et donc, tu as les organisateurs de la haine, c'est-à-dire les Macron, les centristes, etc., depuis toujours, qui attisent ça, mais au service d'Israël. Parce qu'en fait, c'est les mêmes. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ah, si, extrêmement clair. Mais alors justement, peut-être la question aujourd'hui, quand on voit que… Mais hier, Habib, c'est devenu le conseiller de Netanyahou, alors qu'il était député français, qui prétendait à être ministre. Aujourd'hui, tu as un ministre français qui a des hautes responsabilités au CRIF, enfin Haddad. En fait, et c'est vrai dans tous les pays. Tu as eu une vidéo qui a été de Green Black, le patron d'ADL, et c'était une vidéo pirate d'une réunion d'ADL dans laquelle il se vantait de contrôler complètement l'environnement de Trump. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Trump avait une hésitation par rapport à Israël, par rapport à Gaza, en fait, il le savait avant et il pouvait faire intervenir des sénateurs ou des congressmen pour le ramener sur le droit chemin. C'est-à-dire,
C'était comme, en fait, c'est comme s'ils sont connectés à toutes les décisions qui les concernent. Et ça Ben, date d'avant JFK. C'est d'ailleurs pour ça que JFK a été tué. tu parlais de Benjamin Haddad. Ouais. Il a été membre de la branche Europe de l'Atlantic Council, qui est quand En même plus, enfin, un réservoir de pensée complètement atlantiste. Et ça corrobore en fait avec tout le reste de la politique progressiste, universaliste, pro-Ukraine, forcément, donc pro-Europe, pro-Ukraine, et donc pro-migratoire. En fait, on est dans une cohérence globale de toute façon, hein, et c'est pour ça que la question migratoire ne peut s'envisager que sur le plan géopolitique. Et sur le plan de la politique intérieure, moi, je parle en tant qu'expert, entre guillemets, du domaine judiciaire et de la police judiciaire, parce que j'ai beaucoup de pratiques et je peux me permettre de revendiquer ce statut. Euh, on a clairement les moyens aujourd'hui en France de juguler la délinquance. On les a, les moyens. C'est juste qu'ils sont pas mis correctement en œuvre et que de toute façon, la politique et intérieure, comme l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, et extérieure font que pour l'instant, c'est verrouillé, c'est bloqué. Les décisions se prennent au niveau de l'Europe. Il y a beaucoup de décisions d'ordre migratoire qui sont décidées à Bruxelles. La France n'a aucun levier là-dessus. Et en plus de ça, ils sont constamment arrosés d'argent, de subventions qui viennent des ONG pro-migrants. Donc, tout ça, un cercle vicieux dont il faut réussir à s'extraire. Et tant qu'on n'aura pas réussi ça, et ça, je pense que ça passe par un retour déjà à la souveraineté, c'est-à-dire que le peuple français doit reprendre les commandes de son État. Et à partir de là, on pourra envisager de faire quelque chose de sérieux. Mais tant qu'on reste dans cette mascarade, les choses ne changeront pas. Il y aura toujours des beaux discours. Les ministres de l'Intérieur vont se succéder en brassant de l'air tour à tour et rien ne changera. Et même si on met le RN au pouvoir, tant que le RN sera pro-européen, il se passera les mêmes choses. mais le Exactement. RN, Alors, c'était effectivement la question que je voulais vous poser, c'est que là, il y a un remaniement là, qui va s'opérer forcément dans les semaines, dans les jours et les semaines qui viennent. On sait que le gouvernement Bayrou s'est terminé. Et donc, vous voyez d'un bon œil ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France et comment vous imaginez, vous, ce changement de politique. Le RN, bien sûr, n'est pas le sauveur, hein, contrairement à ce que les gens pensent. On voit, alors je ne sais pas si les chiffres sont gonflés et dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donnait 15%. Alors, ils disent simplement, mais c'est quand même 15% d'avis favorables à Macron. Je ne vois pas où ils les trouvent, les 15% aujourd'hui. C'est pas possible. Quand on fait des sondages partout autour de nous, on voit très bien qu'il a même pas 2,5 ou 3% de gens qui lui sont favorables aujourd'hui. Et on crédite le RN de 31%. Donc, le RN aujourd'hui serait le parti numéro un. Qui pourrait légitimer le fait d'avoir un Premier ministre. Est-ce que vous pensez, vous, messieurs, que ça va changer la donne ou pas? bah, écoute, on a eu en France, depuis que Macron est président, 7 premiers ministres. C'est un record. Et pour chacun des premiers ministres, on savait qu'il n'allait pas durer. Alors Barnier, ça a été, à part Edith Cresson, je crois, personne n'a été aussi peu de temps Premier ministre, et encore, enfin, je ne suis pas sûr, ça doit être entre les deux. Euh, Parce que en réalité, Macron s'en fout complètement. Il se moque aussi de ses directeurs de cabinet. Il y a des gens qui pensaient que c'était Alexis Kohler. Alexis Kohler qui était. Mais bon, il est parti, ça n'a rien changé. Macron, il préside la France exactement comme un roi. Et il donne des milliards à l'Ukraine, il se balade partout, etc. Donc, peu importe le Premier ministre que tu vas faire, ce que tu sais, c'est que chacun a eu sa loi. Il y a eu les retraites, il y a eu l'IVG, il y a eu l'euthanasie, il y a eu la censure, Le Covid. le Covid. Chacun avait son rôle. C'est-à-dire qu'il a fait le casting parfait. Alors, soit il y a un Premier ministre qui arrive, mais il risque de dire le pays est ingouvernable, je ne peux pas confier les rênes à l'extrême droite, vous savez pourquoi, etc. Il va y aller. L'extrême droite n'a pas forcément envie d'une dissolution parce que c'est une rente énorme en fait d'avoir autant de députés européens et français qu'ils ont.
Donc c'est magnifique. Puis de toute façon, l'extrême droite aujourd'hui, c'est des francs-maçons et des binationaux. Donc c'est des binationaux israéliens. Hein. Ouais. C'est quand même incroyable. Et d'autres Nafo, lobbies c'est qui ça. sont. Nafo, c'est ça. Hein. Oui, oui. C'est une Tunisienne, juive tunisienne, quoi. Qui, voilà. Donc, en tout cas, ils ont tous le même profil. Hein. Systématiquement. Mais j'en parlais avec un ancien sénateur au téléphone et qui me parlait du Sénat avec Aouchi et qui me disait au Sénat, tout le monde a peur de lui. C'est-à-dire qu'il fait la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que quand tu as le président du Sénat qui parle de ce qui se passe au Proche-Orient, il ne parle que des otages. Il ne parle jamais de la famine, il ne parle jamais de rien. On a un prisme en France qui est déshumanisé depuis très longtemps. Ça a été vrai pendant le Covid, ça a été. Donc, quand tu me parles de changement de gouvernement, la seule chose qu'a dit Macron, c'est qu'il utiliserait les possibilités de la Constitution pour aller au bout de son mandat. Et il a dit par ailleurs qu'il aurait besoin de ses supporters au cirque d'hiver pour 2027 et 2032. Donc il n'a pas du tout l'intention de partir. Il l'a dit. Et on peut croire à chaque fois qu'il va tomber. Tout le monde pensait qu'il tomberait en 2022 et il a de nouveau gagné, entre guillemets, largement. Alors, il y a peut-être eu de la triche, il y a peut-être eu… Mais en réalité, on s'en fout. Il est président, il contrôle le Conseil constitutionnel, il a divisé l'échiquier politique. Enfin, le chef de file de la droite parlementaire, c'est un de ses ministres secondaires, Retailleau, qui dit il ne faut pas mettre la pression sur Macron à la télé. Enfin, on est un sketch de pays en termes d'opposition. Alors justement, ils sont juste capables de s'opposer à Bayrou. On va demander à C'est parce qu'il n'y a aucune opposition depuis le départ. Et ça s'est accentué avec l'élection de Macron dès 2017. Je me rappelle d'une chose, c'est quand Macron s'est présenté en tant que président, à la présidentielle, en tant que candidat à la présidentielle. J'avais été consulter son site pour y chercher un embryon de programme. Et j'avais été frappé par une phrase qui apparaissait en première page quand on se rendait sur le site internet. C'était pour rompre avec la dichotomie partisane. C'est ce qui était écrit sur le. Et bon, la dichotomie, c'est quoi? C'est en biologie, c'est quand une branche va se séparer en deux. Hein, voilà, on rompt. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste un tronc. Donc en fait, il reste un pouvoir unique. Il le dit. En fait, dès 2017, dès la campagne présidentielle sur le site, c'est ça le vrai programme, parce que Macron n'avait pas de programme. Quand on interrogeait les gens dans la rue, les gens, pourquoi vous aimez Macron? Je sais pas, il est jeune, il présente bien, etc. Rien sur le programme. C'était quoi son programme? On posait la question, les gens ne savaient pas répondre. Mais la réalité, c'était en fait d'ouvrir la voie aux gens de l'ombre. Macron, ça je l'ai toujours dit, c'est le VRP des forces, des forces de la finance, des forces des GAFAM et surtout des atlantistes mondialistes. Donc à l'époque, c'était Hillary Clinton, Joe Biden, tous ces gens-là qu'on retrouvait derrière Obama et encore plus haut après de riches industriels, des PDG de grands groupes. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est une mondialisation, mais au sens du mondialisme. Hein, c'est pas une mondialisation économique avec des échanges standards classiques. Donc, Macron, lui, il a vraiment été élu en fait dans cette optique-là. Et dans cette optique-là, il convenait de liquider la France pour ce qu'elle était, pour l'exclusivité qu'elle représentait. Il faut rappeler quand même qu'historiquement, la France, ça reste un modèle à part. Après la Seconde Guerre mondiale, quand De Gaulle arrive au pouvoir, quelque part, il crée une forme de troisième voie. D'un côté, il y a le capitalisme, de l'autre, il y a le communisme. Donc, d'un côté, il y a l'économie très libérale, de l'autre, il y a le communisme très ancré à gauche. Et entre les deux, on retrouve en fait un modèle français atypique qui combine un petit peu les deux, qui combine le social, qui combine le capitalisme et qui a l'air de fonctionner, mais qui n'est pas encore totalement desservi, intégralement même desservi à la cause
des puissants et des plus riches. Donc, Macron, lui, il s'inscrit dans cette continuité historique de président qui, après De Gaulle, ont petit à petit en fait miné la France pour qu'elle rentre dans les standards. Déjà, premièrement, dans le standard européen, qui est un premier marchepied vers la mondialisation. Et puis, après, voilà, l'idée, c'est de couler le pays, l'économie, mais aussi sa culture. Et en ce sens, c'est un excellent, quelque part, politique. Et là, je ne dis pas ça pour le flatter, c'est parce qu'il est très bon dans sa façon de faire le mal. Là, pour le coup, il réussit sa mission qui consiste à fragmenter, séparer. Hein, c'est le côté diabolique, hein, diabolos, le séparateur. Et on est vraiment. Et là, c'est là finalement que on converge vers la thématique qui se portait sur la politique migratoire. Mais ça joue énormément. Mais sous Macron, il n'y a pas que ça. Il y a la politique migratoire, mais il y a aussi le spectre politique français qui correspond aussi à cette fragmentation. Il a réussi à diviser en fait les Français sur le plan politique en polarisant énormément l'Assemblée avec deux extrêmes en réalité qui sont ultra caricaturaux et qui servent de repoussoir mutuel vers le centre, vers ce fameux tronc que je décrivais tout à l'heure, finalement, qui est la voie unique à suivre. Et lui, c'est un peu le Führer, quoi. Il est là et il faut suivre cette voie. Macron, ce serait ce qu'on pourrait qualifier d'hypercentre, quelque part. L'hypercentre ultra progressiste, ultra mondialiste. Mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas la République en fait qu'il faut carrément changer, notamment cette 5e République, parce que c'est De Gaulle qui l'avait voulu, ce régime à dominance présidentielle. Donc finalement, le Premier ministre, c'est un faire-valoir du président. Il n'a quasiment aucun rôle concret. Mais si tu regardes froidement, en fait, ce qui est en train de se passer dans le monde, tu avais aujourd'hui un énorme défilé en Chine, un défilé militaire dans lequel il y a eu présentation de la triade nucléaire chinoise, etc. C'est-à-dire que plus le monde est globalisé, avec des volontés de certains pays de refuser ça, comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, etc. Mais on a cette tentation, entre guillemets, globale. Moi, j'étais très déçu d'ailleurs d'entendre Poutine et Xi parler de la possibilité de vivre jusqu'à 150 ans, alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim à Gaza, en Afrique, etc. Si tu veux, tout ça, tu te rends compte que ce système capitaliste devient un venin pour les esprits, même les plus ancrés, entre guillemets. Et donc, moi, je vais repenser un peu à ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes. Est-ce que la solution, c'est la République ? Moi, je pense que la solution, c'est petit à petit de réapprendre aux gens à en avoir rien à foutre de ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais de recultiver leur jardin, de s'intéresser à ce qu'ils vivent localement près de chez eux. Quand tu vois ce que tu peux produire dans 50 mètres carrés de jardin, tu peux avoir à peu près 80% de tes besoins alimentaires. Si on avait le droit de rajouter à ça quelques poulets, etc., mais ce serait hallucinant le niveau d'autonomie et le nombre de personnes qui pourraient vivre heureuses sur cette terre sans avoir besoin de vivre jusqu'à 150 ans. Parce que ça ne sert absolument à rien. Quel est l'intérêt de vivre jusqu'à 150 ans comme une voiture auquel tu changes le cœur 3 fois? Parce que c'est ce qu'il disait en plus. Enfin, on vit un délire complètement fou où tout ça nous amène à la machine, tout ça nous amène au transhumanisme, après être passé par toutes les étapes nécessaires, hein, qui étaient LGBTQ+, transsexualité, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut revenir à des choses tout à fait simples. Et c'est ce que j'ai appelé, tu sais, remettre des nappes rouges sur les places publiques, que les gens viennent s'installer, jouent aux échecs, qu'il y ait de nouveau des médecins dans les villages, des gens qui retrouvent les médecines traditionnelles. En fait, tu parlais du docteur Trotta, moi je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais tu vois, là je suis dans un couvent et il y avait une médecin qui était là et qui donnait plein d'huiles essentielles, etc., en prévision de l'hiver, aux sœurs, aux prêtres, en disant, ben voilà, par rapport à vos rhumatismes, vos machins, etc. Et ils vivent très heureux. Ils ne sont pas impatients de vivre jusqu'à 150 ans, mais s'ils vivent encore 4-5 ans de plus, tu vois, en pouvant se réveiller, en voyant le soleil se lever, se coucher,
en n'ayant pas trop mal, en pouvant faire leurs prières, en voyant des enfants sourire en jouant au foot et des chiens courir après des balles. Enfin, c'est quoi le bonheur, quoi? C'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est regarder Hanouna dans ses émissions débiles? Est-ce que c'est voir Israël acclamé dans un championnat d'Europe? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec un championnat d'Europe de basket alors que les Russes qui font aucun génocide sont interdits de Jeux olympiques, d'échecs et de machins depuis quasiment 20 ans parce qu'on a inventé qu'ils étaient drogués alors que c'est les Américains qui ont inventé toutes les drogues du monde, etc. Enfin, à partir du moment où le monde grandit, il devient fou, il est instrumentalisé par des gens riches, il est instrumentalisé par des sociétés secrètes qui connaissent avec raffinement tous les fonctionnements humains. Et toi, tu sais, dans la gendarmerie, on connaît un peu les règles d'attitude. Nous, on a des gens qui connaissent très bien Milgram, qui connaissent très bien ça, qui ont l'intelligence artificielle. Le monde court à sa perte s'il ne décide pas de retourner dans son jardin. Donc, République Oui, tout, moi, je n'ai même pas envie d'écouter tout ça. Moi, mes copains au Burkina Faso me disent la première décision de Traoré, ça a été de donner des terres aux gens, dire arrêtez de vendre des t-shirts de football qui arrivent de Chine, allez cultiver des patates, allez cultiver des machins. Et les personnes me racontent au téléphone, ils me disent mais c'est magique Bertrand, on recrée des emplois, on apprend à irriguer, on apprend des gestes qu'on avait perdus, qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, tu veux, il y a 40-50 ans, et aujourd'hui, à 40 ans, ils retournent dans les champs et ils se disent, mais c'est ça la vie. C'est bien pour le Burkina Faso, François, mais c'est bien pour nous aussi. Est-ce que tu crois que concrètement, on pourrait faire ça en France le jour où on prendra le pouvoir? Ce serait une guerre nucléaire si on ne fait pas ça. Oui, après, c'est compliqué. Ce qu'il faut, moi, je pense qu'il faut, c'est revenir à une forme d'équilibre. Il faut aussi remettre de la justice quelque part dans les rapports économiques et notamment dans les rapports de classe. Ce qui finalement s'engage mal. Là, Bertrand parlait tout à l'heure des dirigeants chinois et russes qui parlaient de la durée de vie, donc le prolongement de la vie, 150 ans. C'est du transhumanisme. Les recherches sur la sénescence des cellules, c'est du transhumanisme. Et là, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que tous les États, peu importe le train de valeur qu'ils entendent trimballer avec eux, tous les États s'y mettent. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de nation, au fond, c'est une question de classe. C'est une question de rapport de classe. On a, je pense, quelque part historiquement, la bourgeoisie qui a contribué à instaurer le matérialisme, qui a remplacé en fait la spiritualité par le matériel. Historiquement, je ne vais pas refaire toute l'histoire, j'en parle suffisamment dans mes conférences. Et c'est aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un stade où le matérialisme est à un niveau si élevé qu'effectivement, la prochaine étape, ça va être le transhumanisme. Parce que derrière le transhumanisme, il y a quoi? Il y a la recherche de la réification de l'homme. C'est-à-dire la transformation des hommes en objets et en objets marchands, qui plus est. C'est un peu la dernière limite. Donc, dans ces recherches-là, moi j'ai montré en conférence qu'il y avait un lien étroit, d'ailleurs, entre les politiques actuelles LGBT et le transhumanisme et le mondialisme. On peut le démontrer, hein, il suffit de lire les écrits de futuristes comme FM 2030 qui ont énormément inspiré Klaus Schwab ou quoi, quand on se plonge dans la question, on comprend que le monde tel que voulu par le WEF, c'est le monde qui est déjà projeté par les transhumanistes dans les années 70. Donc, quelque part, quand j'entends ces grands dirigeants de ces pays-là, souvent qu'on voit comme des pays par lesquels on pourrait par l'intermédiaire desquels on pourrait s'en sortir, ça me rappelle un peu à la réalité en me disant non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner en réalité, parce que la vie éternelle ou le prolongement de la vie, ce serait par qui, pour qui et pourquoi, et à quel prix surtout. C'est ça la question. En réalité, ce sera jamais accessible à tout le monde et ce sera réservé à une élite. Donc c'est ça qui est dangereux. Alors, au-delà de ces questions-là, si on veut en revenir à des choses plus terre à terre et en termes de politique intérieure, je pense qu'il faut retrouver des équilibres. Je pense qu'il faut retrouver aussi une morale, ça serait bien, peut-être plus que de l'éthique encore. C'est-à-dire, et pour ce faire, je pense qu'il faut, à mon sens, et ça n'engage que moi, revenir à
à l'attachement culturel, historique profond de la France à la religion chrétienne, je pense. Donc, en ce sens, je pense qu'il faut que la France abonde plus dans le sens de l'Église, moins dans le sens de la franc-maçonnerie. Et pour en revenir en réalité à un rapport axé sur les valeurs et non sur le marché. Et quand je parle des valeurs, ce sont des valeurs d'ordre moral. Voilà. C'est ça qu'il faut remettre. Ce qui est compliqué, c'est de réussir à trouver le modèle socio-économique qui te permette de faire ça dans un contexte mondialisé. C'est très compliqué parce qu'il faut rester compétitif. Il faut quand même voilà, créer de l'innovation, il faut créer de l'emploi, voilà, donc il y a tout ça. Et c'est tout ce qu'on a d'ailleurs détruit, qui fonctionnait très bien en France. Donc il faut trouver le mix, je pense, entre richesse culturelle et performance d'ailleurs, mais performance sur laquelle on a le contrôle, c'est-à-dire revenir à une forme de souveraineté, ça me paraît nécessaire. Tu as eu une image très frappante aujourd'hui. Tu avais le personnage la puissance invitante de Xi Jinping. Tu avais son invité d'honneur pendant 3 jours, Vladimir Poutine. Et tu avais l'Indonésie qui était représentée, beaucoup de pays, mais le troisième personnage important, c'était Kim Jong-il, qui étaient les trois qui étaient vraiment les personnes que Xi avait mis autour de lui et en avant. Donc, qu'est-ce que c'est en fait la Corée du Nord? C'est un des rares pays qui n'est pas dans le système bancaire international. C'est un pays qui est complètement fermé, entre guillemets, au capitalisme. Mais c'est un pays qui, pour survivre à ça, doit être un régime policier très, très strict avec ses citoyens pour éviter, entre guillemets, qu'ils aient la tentation et la drogue du système extérieur et qui investit une très, très grande partie de tous ses moyens de recherche pour se défendre, en fait, en bombe atomique. Donc, quand on vit à l'intérieur d'un système globalisé comme ça, avec Palantir, conquête de l'espace, biologie de synthèse, etc., intelligence artificielle, soit tu t'enfermes, tu as une police, il y a des frontières hyper, et tu fais des armes nucléaires en disant « me faites pas chier, sinon je fais exploser la planète », soit tu deviens des pays comme étaient en train de devenir les États-Unis sous Biden. Est-ce que ça change avec Trump? Bah, tu vois, complètement woke, la Maison Blanche avec des drapeaux LGBTQ+, les gens auxquels tu poses la question, ils disent « moi je suis ni homme ni femme, je suis un peu antilope ou licorne ou machin ». Enfin, tu vois, où les gens deviennent totalement débiles, puis remplacés par des machines. Donc de toute façon, à ce train-là, on va disparaître, puisque tu vois, tu as les deux schémas extrêmes, ou alors les gens disent, bah voilà, on est cons, repensons à la parole du Christ, parce qu'en réalité, c'est le personnage le plus important de l'histoire de l'humanité, qu'on veuille ou non. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'apprendre à être heureux où on est, avec nos proches, et de créer des liens, de pêcher ensemble. Il y en a un qui fait le pain. Il faut. Moi, quand j'étais enfant, j'écoutais les 100 ans de Provence, l'Ange Bouffaréo, etc. Mais qu'est-ce que ça fait rêver, ces villages de Provence où tu as le gendarme, tu as quand même un voleur, tu as un bandit, un machin. Mais on est dans des mondes de fous, en fait. Toute notre vie ne ressemble pas à la vie. C'est pour ça que j'adore marcher. Parce que j'oublie toutes ces conneries-là. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est bien? De quoi est-ce qu'on a besoin? À part. Et le monde actuel, c'est un peu la société du spectacle de deux bords, c'est-à-dire que c'est un monde qui est axé sur la consommation et l'image que renvoie la consommation. Et on est dans un échange mutuel comme ça entre l'objet et la personne. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui raisonnent de façon matérielle parce qu'ils pensent carrière, ils pensent pouvoir d'achat, ils pensent voilà, mais ils n'arrivent pas à visualiser que la réussite, ça ne passe pas par ça. La réussite d'une vie, c'est aussi c'est réussir à aimer et être aimé, à fonder une famille,
à pouvoir partager, à avoir profité du peu de temps qu'on a sur cette terre, à pouvoir partager des choses avec ses enfants. Alors, je dis pas que le matériel, c'est quelque chose dont on peut se passer absolument, parce qu'aujourd'hui, on a aussi besoin, on a certains besoins matériels, on ne peut pas le renier pour pouvoir vivre. Mais le problème, c'est que les gens sont trop centrés sur ça. Et ils ne sont pas. Et s'ils arrivaient à se détacher de ça, ne serait-ce que s'ils arrivaient à se détacher de ça, ce système s'effondrerait par lui-même. Parce qu'il y aurait beaucoup moins de surconsommation, il y aurait beaucoup moins de gens qui regarderaient la télé, qui cautionneraient ce que dit la télé, il y a beaucoup moins de gens qui suivraient la mode avec autant de ferveur. Voilà, on serait dans un monde qui serait axé plus sur l'homme, effectivement, que sur l'objet. Ça, c'est une évidence. Mais là, après, on est utopique. Mais quelque part, euh, j'ai l'impression quand même que petit à petit, il y a plus en plus de gens qui ont conscience de ça et qui sortent de cette mécanique. Peut-être pas tous volontairement ou parce qu'ils se sont plongés dans des livres, peut-être qu'ils y ont été amenés aussi, et ça c'est un paradoxe qu'on peut souligner, par la conjoncture économique qui devient de plus en plus difficile, qui finalement les a contraints à se recentrer sur d'autres choses pour pas avoir l'impression peut-être de Mais trop subir, je ne sais pas. Mais tu regardes le piège chez nous. Ah, excuse-moi, vas-y, continue. non, mais vas-y. Le piège chez nous. Donc, Traoré, il renvoie les personnes dans les champs pour recréer l'autonomie alimentaire, puisqu'il considère que le seul moyen d'avoir un pays, c'est d'avoir une autonomie alimentaire chez nous, avec les normes environnementales, la désertification des campagnes, puisque tu dis on a besoin de services, ouais, on a besoin d'un médecin, d'hôpitaux, tout ça, ça disparaît. Il n'y a plus de bars, il y a plus rien dans les villages. Donc, les gens s'ils veulent avoir un tant soit peu de vie moderne, à part Netflix et Prime Video ou je sais pas quoi sur Internet, ils vont être obligés d'aller dans les villes parce que à la campagne, les maisons seront trop grandes. Donc, tu sais, ces lois sur la taille de la maison, elles seront mal isolées, donc il faudra les quitter. Donc, les fameuses villes de 15 minutes. Donc, on nous empêche d'avoir la moindre chance de réaliser qu'on nous éloigne de la vie. En Ah, fait, bien on sûr, mais nous éloigne tout tout est simplement fait de pour ce ça. qu'est une vie. Tout Oui, est fait pour nous empêcher d'être autonomes. mais c'est là la Euh, révolution, en fait. C'est d'arrêter de et croire qu'on a d'ailleurs, tous des besoins. je veux dire, une des colonnes vertébrales du WEF, c'est le pilier écologique. La véritable écologie, c'est les circuits courts. La véritable écologie, elle n'est pas lucrative. Elle n'est pas censée générer du business. La véritable écologie, c'est quand j'arrive à avoir un potager et en faire quelque chose. Et pour ça, il faut pouvoir avoir l'autorisation de le faire, ce qui devient de plus en plus difficile. Il faut pouvoir aussi avoir le temps de le faire, ce qui devient de plus en plus difficile. Parce qu'en précarisant économiquement la plupart des gens, ce qui se passe, en réalité, on les maintient toujours sur le fil de façon à ce qu'ils gagnent le moins possible pour aller travailler le plus possible. Moins je gagne, plus j'ai besoin d'aller travailler, moins j'ai le temps de revenir à la réalité des choses. Je suis vraiment focus sur le train de vie et le peu de temps qui me reste après, où je peux enfin décompresser après des semaines de fou payées à coups de lance-pierre, c'est aller me faire du bien en achetant deux, trois trucs. Voilà, je suis content parce que j'ai acheté deux, trois trucs. Voilà, je suis content. Je me fais plaisir. C'est ça, mais c'est dans un système comme ça qu'ils veulent maintenir les gens. Et ça, maintenant, les gens en ont conscience, je pense. Donc, Mais tu vois, mais la difficulté, c'est de réussir à effectivement à le dénoncer et peut-être un jour se révolter contre ça aussi. regarde, on a eu récemment les accords Mercosur, mais on a l'Union européenne, hein, tu sais, le fameux plombier polonais, etc. Mais en fait, les conséquences les plus terribles, c'est sur l'alimentation et l'agriculture. Parce que dans ces accords commerciaux, ce que pas mal de personnes ignorent, Là, bien c'est sûr. que si dans un pays de la merde est considérée comme bio, eh ben, elle sera vendue chez nous Mm. bio. Et Mm. donc, par exemple, alors je ne vais même pas parler de miel, de tout ça, etc. J'en ai régulièrement parlé. Mais les pommes de terre aujourd'hui qui nous arrivent de Chine, et j'ai rien contre les Chinois, hein, ils jouent le jeu de l'offre et la demande, le piège dans lequel on est tombé, entre guillemets. Et
leurs pommes de terre, après transport, sont 10 fois moins chères que celles de nos agriculteurs cette année. Parce qu'en fait, ils se sont vachement industrialisés, ils fabriquent des machines incroyables, il faut voir comment ils récoltent dans les champs de pommes de terre. C'est plus des gens qui vont avec des pelles ou avec des fourches ou n'importe. Et donc, les agriculteurs chez nous, ils ne récoltent même plus leurs pommes de terre cette année. Bien sûr, bien sûr. Mais tu avais Natacha Polony qui avait parlé de l'exemple des bananes, c'est pareil. Alors, je ne sais plus de quel pays elle parlait, si ça venait de Madagascar ou quoi. Non, Elles étaient estampillées. Guadeloupe et Martinique, effectivement, ça faisait. Ouais, ça c'est pour les Françaises. Et ça revenait encore plus cher. Ça c'est pour les Françaises, mais elle parlait de bananes qui venaient de territoires qui n'étaient pas français et qui étaient estampillées bio et qui contenaient 14 pesticides interdits chez nous. Voilà. C'est là qu'elle est la violence. C'est un autre exemple. C'est une violence sur nos corps. Ces gens nous tuent sans nous le dire. Mais tout ça montre un petit peu la supercherie de ce système. Moi, c'est comme la voiture électrique, tout ça, mais là, tu pourrais faire une émission là-dessus. Mais non, mais parce que la violence, elle vient de là. La violence vient de là. Ouais. Non, mais le thème de la soirée, c'était quand même la sécurité. Et c'est vrai qu'on s'en éloigne un peu là avec le Mercosur et autres, même si c'est vrai que ça a des liens quand même directs et indirects. Ce qu'il faut voir à travers la sécurité, c'est le sentiment que l'on a aujourd'hui d'être complètement perdu et de ne pas se contrôler à ce niveau-là. Alors que le contrôle, et ça c'est un membre actif, en tout cas anciennement actif des forces de l'ordre qui va nous confirmer, le contrôle il est partout maintenant. Les vidéos caméras, la surveillance, l'iPhone, on est tracé, on est pisté et pourtant jamais on a eu l'impression véritablement d'être aussi livré à nous-mêmes le soir dans les rues de Paris sans sécurité aucune. Mais c'est un peu Paris comme je pourrais parler de toutes les villes de France. Alors tu es tracé, oui et non. C'est-à-dire que, alors je m'explique. Sur le plan judiciaire, effectivement, il existe plein de procédures qui permettent d'utiliser des moyens d'interception, des moyens de balisage ou autres. Tout comme, par exemple, dans le cadre d'une procédure judiciaire, je peux faire du déclenchement de relais et à partir de ces technologies-là, savoir plein de choses sur l'activité de ton téléphone, te géolocaliser ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Mais tout ça, ça fait partie d'un cadre judiciaire et normalement, pour avoir recours en fait à ce type d'enquête et pouvoir valider ce type de réquisition, il faut être dans un cadre d'enquête spécifique avec une saisine légale à la base. Donc ça, à la rigueur, on va pas le critiquer parce que ça a son utilité pour retrouver les criminels. La loi Perben 2, elle a créé pas mal d'avancées dans ce sens-là. Mais il y a un autre. Il y a une autre facette du renseignement, et celle-là, c'est pas la même. Enfin, parce que justement, j'ai employé le mot, c'est le renseignement. On n'est pas dans l'investigation et dans l'enquête judiciaire. Donc, c'est tout ce qui touche au domaine spécifique du renseignement, c'est-à-dire des services spécialisés. Et là, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus flou. Il faut savoir que c'est à partir de 2015, donc sous Emmanuel Valls, on a d'ailleurs une vague d'attentats record en France. Et c'est cette vague d'attentats qui va permettre d'établir la loi renseignement de 2015, qui va être amenée à évoluer petit à petit, à partir de laquelle on va pouvoir justement, pour le renseignement, ficher des individus et générer des interceptions. On sait qu'à partir de et ça c'est des sources journalistiques type Mediapart ou Nouvel Obs, c'est pas des trucs farfelus on va dire. On sait qu'à partir de 2015, les méthodes d'écoute téléphonique ou quoi, elles explosent en ce qui concerne cette loi renseignement. On parle plus de 22 000, je crois, 22 000 contre quelques milliers auparavant. Alors, juste une question. Est-ce que tu crois, comme Abdel, qu'ils ont justement créé des attentats sous faux drapeau, entre guillemets? On l'a vu à travers ce qui s'est passé à Paris de façon ultra tragique. Est-ce que tu crois que ça a été créé volontairement, en tout cas laissé faire, pour pouvoir ensuite instaurer cette loi-là de coercition? C'est pas impossible. Je peux pas amener les preuves par A plus B. Ça se dit dans ton milieu ou pas, en tout cas dans le milieu de la gendarmerie, de la police?
Chez certaines personnes, oui. Oui, oui. C'est tout à fait possible. Déjà, il n'y a qu'à voir le Bataclan. On a suffisamment publié sur Voilà, profession gendarme. on parle de ça, ouais, on parle de ça. On parle de 2015, mais c'est absolument pas clair comme affaire, effectivement. Et on voit que derrière, oui, il y a des choses qui clochent. Et quoi qu'il en soit, il y a un opportunisme politique. Alors, qu'il soit voulu ou non, il est là. Ça, c'est factuel. Donc, dans les deux cas, de toute façon, c'est un peu dégueulasse. Le pire du pire, le pire des scénarios, c'est on provoque l'attentat pour créer la loi derrière. Alors là, c'est le summum du dégueulasse. Mais le fait de dire, cool, il y a un attentat, on va pouvoir créer la loi derrière, c'est pas mieux. L'intention de départ peut être bonne. Elle peut être bonne. Mais le problème, c'est qu'il faut voir ce qu'on en fait. Et on sait que la loi renseignement actuelle, elle sert plus finalement à surveiller les gens qui sont dans l'opposition et la dissidence plutôt qu'à surveiller les terroristes. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a les retours là-dessus, on le sait. Et ça c'est tout un problème. Et quand on voit l'évolution, par exemple, de la loi sécurité intérieure de 2020 et notamment sa réécriture en décembre 2020 sur le fichage des individus, et là c'est là que je dis qu'il y a une grande différence entre le domaine judiciaire et le domaine du renseignement. C'est que aujourd'hui en France, depuis cette loi, parce qu'on a modifié le texte pour que ce soit comme ça, on peut être fiché simplement en raison de son appartenance syndicale, de ses opinions philosophiques, religieuses, appartenance religieuse, opinion philosophique ou autre. Ça suffit pour être fiché. C'est marqué noir sur blanc dans la loi. Et ce qui est le plus aberrant, quelque part, c'est qu'il n'y a aucune modalité de saisine. C'est-à-dire que normalement, quand on commet une infraction et qu'on ouvre une enquête sur quelqu'un, c'est parce que justement, il y a une saisine illégale, il y a une infraction qui a été constatée, il y a quelque chose qui a été dénoncé, ça part de quelque chose qui doit être reçu comme saisine. Mais là, en matière de renseignement, il n'y a aucune exigence de saisine, ce qui fait que c'est au bon vouloir du prince. Eh ouais. Ah ouais. Et ça c'est assez grave. En même temps, on va me rétorquer qu'on peut pas non plus imposer des cadres trop stricts au service de renseignement, parce qu'en matière de renseignement, on a besoin d'une certaine latitude pour pouvoir travailler. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que tous les trois, là, par exemple, ce soir, c'est sûr qu'on est fichés. Ça, c'est sûr. Non, mais quand on voit la loi, comment elle est écrite, c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est qu'on prend un texte. On le sait, on a été entendu, on a été. On parle d'opinion philosophique et politique, et ce sont les mots qui sont employés, sans les définir. Et c'est là tout le. Moi, du point de vue du juriste, je me dis que c'est une aberration. Parce que ça veut dire quoi alors? On parle de quelle philosophie, quelle appartenance politique, quelle appartenance religieuse? Ça veut dire quoi? En gros, ça ne veut rien dire. On a fait un texte pour pouvoir ficher tout le monde, point barre. Oui, non, pour pas tout le monde, parce que tu as des gens qui font l'apologie du génocide de Gaza et qui ne seront jamais fichés alors qu'ils font l'apologie d'un génocide. Oui, mais comme ce génocide n'est considéré comme tel que par 80% de l'humanité, mais que les 20% qui ne le considèrent pas comme tel, c'est notre pays et quelques autres pays, voilà, c'est... Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de justice ni de justesse. Non, mais tout est à géométrie variable de toute façon. C'est vraiment... Et ça marche comme ça de toute façon dans tous les sens. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas que sur la question politique, même si tout est politique d'ailleurs. Mais aujourd'hui, moi, je veux aller changer mes lunettes parce que j'ai ma vue qui a baissé. Je vais devoir payer. Si je n'ai pas une bonne mutuelle, c'est compliqué. Par contre, si demain je veux changer de sexe, c'est gratuit. Et tu vas avoir une promotion. Et ça coûte 10 fois plus dans la gendarmerie. Voilà, et en gros, on retrouve cette géométrie variable de partout. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pouvoir qui est un peu omniscient, omniprésent et qui est très, très puissant. Et en gros, ils font ce qu'ils veulent. Il y a les textes, il y a la façade, mais derrière, tout est orienté en fonction des volontés politiques. Voilà. Et donc, c'est pareil pour la question israélienne, c'est pareil pour tout le reste. Maintenant, il est extrêmement difficile de pouvoir identifier quelqu'un et de pouvoir
essayer d'avoir toute sa traçabilité. Traçabilité, c'est un terme qu'on emploie pour les animaux, mais on les emploie en l'occurrence pour l'homme. J'ai un de mes amis qui était du reste intervenant sur cette chaîne il y a quelque temps, qui lui était très emmerdé parce qu'il était poursuivi sur Google et il avait un passé qui était un peu sulfureux et compagnie. Donc il a voulu changer d'identité. Il l'a fait 2 fois en l'espace de 3 ans. C'est la loi Macron qui permet ça. C'est-à-dire que là, lundi, par exemple, il va aller dans une commune du sud de la France et il va se faire appeler, lui qui s'appelait Xavier Paul Bertrand, bah, il va s'appeler maintenant Rose Delalie. Il a le droit. Rose Delalie, alors que c'est un mec qui prend le nom de famille de sa mère. C'est incroyable. Vous saviez ça ou pas, messieurs? Non, je ne savais pas qu'on pouvait changer aussi facilement. Très facilement. En un coup de cuillère à peau. Tu vas demain ça a été imposé par l'Europe. Pardon? Ça a été imposé par l'Europe. Et la France n'était pas le pays le plus en avant. L'Espagne est beaucoup plus en avant là-dessus. Mais Chaque pays a son rôle, en fait. Oui. Mais ça s'inscrit en parfaite cohérence avec leur ligne politique, qui est quand même, rappelons-le, basée sur le tabula rasa, le déracinement. Hein, j'ai pas de généalogie, donc le nom de famille, bah oui, on peut changer comme ça. Hein, et c'est pareil pour le changement de sexe, et c'est pareil après pour la GPA, et c'est pareil pour le but en fait, c'est de casser le lien, casser la transmission. Donc ce genre de possibilités, elle n'a finalement dans ce contexte politique-là aucune. C'est pas surprenant, elle n'est pas du tout surprenante. Voilà, mais tu sais, François, tout à l'heure, tu avais dit quelque chose. Tu avais commencé à parler de Macron et tu disais il est brillant, mais au sens diabolique. Mais en réalité, si tu considères sa politique d'un point de vue diabolique, alors il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que je veux dire, mais ce qu'il fait est extraordinaire. Si tu le considères comme un président qui ne peut vouloir que le bien aux Français, les gens disent que sa politique est catastrophique. Moi, je pense que ceux qui ont raison, c'est ceux qui voient qu'il a une politique extraordinaire pour devenir celui qui va détruire l'humanité. Et encore, il y a 2 jours, il s'est amusé avec une carte Yu-Gi-Oh! Qui dit c'est moi le dragon blanc aux yeux bleus et personne n'a résisté à mes attaques. Mais c'est la vérité. Fillon, il a été détruit, Marine Le Pen a été détruite, tous les hommes politiques qui auraient pu avoir un tant soit peu d'importance dans le paysage politique ont été compromis ou détruits, ou les deux. Souvent, j'ai pour coutume de dire que Macron, c'est un petit peu, c'est drôle, hein, mais ça correspond à la contraction de Machiavel et de Néron quelque part. On a le début de Machiavel et la fin de Néron. Ça fait un Macron. Mais on est vraiment, ouais, c'est le personnage. Si ça vous ennuie pas, messieurs, je vais vous montrer la minute que j'ai faite aujourd'hui, justement, sur les 9 raisons de virer Macron. Et vous allez nous dire exactement ce que vous en pensez. Alors, j'espère que pour le coup, cette minute, c'est la bonne. On va regarder. Ah ben non, c'est pas celle-là, c'est donc celle-là. De virer Macron aujourd'hui. 1, il a tué la France, notamment depuis le Covid, alors que ce n'était qu'une simple grippe. Tous les médecins sérieux le savent aujourd'hui. 2, il a donné des centaines de millions à l'Ukraine, au lieu de subvenir à nos besoins vitaux, écoles, hôpitaux, police, transport. 3, il a augmenté les impôts de façon indue, faisant de notre pays le plus grand millefeuille de taxes au monde. 4, il a complètement vendu la France à l'Europe avec von der Leyen, un point suffisamment développé dans mes minutes précédentes. 5, il a augmenté la dette de façon, on le sait, incroyable, ouvrant tous les robinets, en créant de la fausse monnaie, laissant sur le dos de nos enfants une note si salée. 6, avec Soros, il a ouvert la France aux immigrés clandestins, je dis bien, faisant de notre pays autrefois un petit joyau, désormais le plus grand chiotte mondial. 7, il a tué notre industrie, vendant 8 pépites nationales aux étrangers. 8, rien que ça. 8e point, précisément, il nous a ouvertement menti sur toutes ces histoires personnelles de mœurs, de Brigitte, falsifiant tous les documents, mentant ouvertement
les yeux dans les yeux à la France entière. 9, avec sa mentalité de sociopathe, il crée des guerres à outrance. Eh bien, vous savez, les amis, la vie, elle est déjà suffisamment difficile pour que ce type, sous ses dorures élyséennes, n'en rajoute pas avec ses coups de flip quasi permanents. Et puis, allez, le 10e point, il a mis la presse, que j'ai la prétention vraiment, là pour le coup, de bien connaître, sous son contrôle total. Elle qui est devenue désormais le premier des pouvoirs aujourd'hui en France. Et malgré tout, on le voit, Macron ne s'en sort pas. Si la presse, tenez-vous bien, avait été réellement indépendante depuis le début, alors ce couple Macron serait depuis bien longtemps les nouveaux Ceausescu, restés tristement dans les annales. Voilà un peu le sentiment que j'ai vis-à-vis de lui et qui me conduit à être si virulent à son égard aujourd'hui. Voilà, donc parmi les 10 raisons, est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oublié d'évoquer, d'après vous? Déjà, on reprendrait point par point et à chaque point on fait l'inverse et on a un peu on a un peu le programme de redressement de la France, quoi. C'est Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est ce qu'il a fait, lui. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que, je sais pas qui disait tout à l'heure, je crois que c'était Bertrand, qui disait que son programme, c'était, ou toi, François, son programme, c'était un non-programme, c'était basé sur la ouais, déconstruction de ce qui se faisait autrefois. Et en c'est fait, ça. il y avait 3 lignes dans son programme. Et effectivement, quand j'ai regardé moi aussi en montant, quand j'ai fait mon propre programme, j'ai regardé ce qu'il avait fait, lui, et ce qu'il avait proposé, il y avait strictement rien dedans, quoi. C'était une coquille vide, son programme. Donc Et là, là, là où il a fait fort, Macron, en gagner, matière vraiment en ouais. matière de machiavélisme, je pense que c'est vraiment dans son art de fragmenter la population. Alors, en plus, il a bénéficié de l'effet levier du Covid pour ça, mais il est là où il est extrêmement redoutable quelque part, c'est vraiment dans sa capacité à tous nous mettre dos à dos. Ça, là-dessus, je me rappelle pas avoir vu un dirigeant politique qui l'ait précédé qui soit aussi fort dans le mauvais sens du terme que lui, quoi. Vraiment. Moi, je voudrais Sur juste cette rajouter. capacité à fragmenter la population, et sur le plan communautaire, et sur le plan politique aussi, hein. Aujourd'hui, il a quand même réussi d'ailleurs à laisser une belle part quand même à l'extrême gauche pour véhiculer une certaine haine de la France et bloquer justement les souverainistes, tout en conservant un contrôle sur cette extrême gauche, justement, c'est très subtil pour réussir à se maintenir suffisamment, quoi. Et notamment à avoir des votes de barrage à l'extrême droite. C'est une méthode maintenant qui m'a l'air bien rodée. Il a su bien l'utiliser. Et en fait, cette méthode, elle repose uniquement sur la fragmentation, quoi. Et, sur, et le problème, c'est qu'on a une France qui a été extrême gauchisée et derrière cette extrême gauchisation, il y a une haine du pays pour ce qu'il représente. C'est ça le problème. Je vois chez les gens des fois d'extrême gauche plus de haine de la France que chez l'immigré, quoi. Je vais dans une salle de boxe. J'ai vu deux gars là, qui s'appelaient Yacine et Youssef qui portaient des t-shirts France. Par contre, le zadiste de base de chez LFI, jamais de la vie, hein. T-shirt France, il le brûle au briquet. Donc voilà, c'est ça finalement la plus grande des forces et je pense qu'il est pire pour nous chez Macron, c'est cette capacité d'avoir réussi à tous nous mettre dos à dos et à faire en sorte qu'on soit ennemis entre nous, quoi. C'est Alors, ça qui est terrible. il a quand même une autre force qu'on sous-estime. Au cours de ces 7 premières années, il faut quand même se rappeler qu'il a reçu quelqu'un comme Larry Fink, le patron de BlackRock, des dizaines de fois en rendez-vous à l'Élysée, qu'il a été, entre guillemets, dès le début de sa carrière, introduit chez Rothschild, plus jeune associé gérant, et le mec qui était son parrain, c'était Brabok, qui a été par intérim, qui était le patron de Nestlé, et qui a été par intérim le patron du WEF, hein, de Davos, et maintenant c'est Larry Fink.
Donc, il est, Macron, très connecté à ces gens-là. Beaucoup pensaient que c'était Poussé par Brabant qui Attali venait et tourner Minc du aussi. Hein. sang. Pardon? Poussé par Attali et Minc aussi. Hein. Oui, oui, mais ces gens-là, en fait, ils ont servi de Pour voir pont. les réseaux. Ouais. C'est-à-dire, il n'existe plus. C'est-à-dire, en fait, il est comme une veuve noire. C'est-à-dire que Herman, qui semble-t-il, lui a offert un appart, un machin, etc., il l'a complètement oublié, en fait. Les gens disparaissent. Tu sais, Balzac, il dit, il y a des gens qui sont comme des ponts pour d'autres qui vont vers de succès en succès. Macron, il a utilisé tous ces gens-là. Tu prends Hollande, tu prends effectivement Attali, Minc, tous, ils l'ont servi. Et regarde où il est Macron par rapport à eux. Il, il est le président après l'année 2024 français, il est plus connu que De Gaulle, avec les cérémonies des JO, avec Notre-Dame, avec machin. Il est partout, tout le temps. Il est le mec qui parle à Zelensky. Il est le mec qui dit à Van der Leyen, pousse-toi de la photo, c'est moi qui suis à côté de Donald Trump, etc., etc. Il est celui qui va faire semblant de négocier la paix avec Poutine. Il faut réaliser que en interne, il a tout cassé, mais il casse tout aussi à l'international. Il est, semble-t-il, celui qui dit à Donald Trump, si tu veux avoir la paix en Ukraine, fais pas chier sur tel dossier. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ose pas imaginer que quelqu'un ait inventé une telle histoire. Enfin, c'est une folie. Il y a quelque chose. Il a été le président le plus reçu par le pape François. 6 Quand fois. tu parlais de, pareil, Israël, faut se rappeler que quelques jours après le 7 octobre, Oui, il a fait une proposition de coalition armée pour intervenir dans la bande de Gaza. exactement. Il a été le premier à le faire. Et d'ailleurs, ça a fait un tollé parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit oh là, attends, ça va trop vite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il annonce le contraire, puisqu'il Oui, dit mais ça, oui, il il fait faut soutenir semblant. les Gazaouis. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Ben, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en réalité, derrière les fausses engueulades entre lui et les supporters israéliens, et je pense au Meir Habib et tout, en réalité, ça arrange énormément les Israéliens que l'Europe et la France en tête organisent justement un transfert. Ça les arrange énormément. Et ça, qu'on aille me démontrer le contraire, que ça ne les arrange pas, qu'on vide la bande de Gaza des Gazaouis. Qu'on aille me démontrer le contraire, que ça ne les arrange pas. Donc ça, C'est une c'est fausse danse. C'est une fausse danse. exactement. C'est le bon cop, mauvais Ah, cop, c'est un mais ils se sont mis marionnettiste. d'accord avant, en fait. Ouais, un illusionniste, on va dire. Mais par rapport à Israël, là, c'est vrai que c'est très ambigu parce que vous le souligniez tout à l'heure. C'est quand même quelqu'un qui, de nature, est très enclin à soutenir Israël. On sait qu'il a des juifs dans sa famille, que lui-même est de cette obédience-là. Il vit justement dans le 9e arrondissement à la synagogue. Bon, c'est vrai qu'il est très enclin à soutenir la franc-maçonnerie, qui est la branche laïque du sionisme. C'est vrai qu'il est vraiment, lui, très installé là-dedans. Et il a eu ce coup de sang pour Gaza, pour la Palestine, à un moment donné, ce qui a quand même surpris son monde. Alors, moi, je suis quand même hyper surpris, je dirais, pas du tout déçu, mais surpris. Mais ça fait partie de sa personnalité par Bertrand. Parce que quand on écoute Bertrand, là, depuis maintenant quasiment 3/4 d'heure, on a l'impression qu'il est quand même fasciné par ce Macron, quoi. Alors, il le combat, mais on sent derrière tout cela une forme de fascination presque outrancière, quoi, je dirais. Mais moi, je suis fasciné par les requins blancs. Et pourtant, ça me terrifie. Le problème, c'est que si tu veux comprendre ton ennemi, il faut accepter de l'évaluer comme hyper dangereux. Tous les gens qui disent Macron, c'est mon adversaire, mais c'est un mec nul, un connard, il pourrait être à peine sous-préfet s'il n'était pas la marionnette de gens puissants, c'est eux qui devraient t'inquiéter. Parce que Macron est fascinant de danger et il faut mesurer à quel point il est dangereux. C'est la personne la plus dangereuse du monde. Dire l'inverse, c'est faire son jeu. C'est croire que le diable n'existe pas.
Moi, en fait, je sais très bien cette caricature qu'on fait tout le temps. Mais les mêmes personnes qui disent ça nous disent depuis 7 ans, de toute façon, il est tellement nul qu'ils sont en train de le lâcher et dans 3 mois, il va tomber. Le nombre de gros comptes, de grosses stars d'Internet, de grands, qui disent depuis 7 ans, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Et moi, depuis 7 ans, je dis l'inverse, mais on dit que c'est moi qui n'ai rien compris. Non, mais c'est bon. Eh, ça va. Ouais, Le là, mec est on fascinant, en, de on en danger. reparle- on en reparlera dans 15 jours. Je ne suis pas sûr qu'il va rester quand même très longtemps, je vais te dire. Oui, mais ça fait 7 ans que beaucoup de Oui, gens disent oui, ça. d'accord. Mais effectivement, avec la presse, et j'en parlais dans la minute, avec la presse, avec lui, c'est quand même ultra facile. Je veux dire, n'importe lequel de nous trois aurait derrière lui opté par Minc et par Attali, on aurait fait la même chose en mieux. On aurait fait la même chose en mieux. Mais On aurait, non, si on avait été bien sorti, si on avait été porté, mais tout ça, non, si on avait eu. Mais si, je veux dire, tout à l'heure, mais tu le c'est lui qui a tiré les ficelles des élections en Roumanie et en Moldavie. Comment il a été, on a dit qu'il était Mais non. associé chez Rothschild. C'est complètement faux, il n'était pas du tout associé. Il a eu pour mission chez Rothschild de rapprocher Nestlé avec les sociétés qui étaient, que l'on a connues pendant le Covid, tous ces bras armés de l'alimentaire et du sanitaire, d'accord? Pfizer et compagnie. Son but, c'était de rapprocher Nestlé de Pfizer. Voilà. Il a été pris chez Rothschild pour ça. Il travaillait à distance et donc il s'est attribué un rôle d'associé qu'il n'a jamais eu, qu'il n'a jamais eu. Là aussi, c'est l'usurpation. Chez lui, menteur professionnel de A à Z. Tout ce qu'il a avancé comme argument, en fait, ont été contrecarrés par la suite. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai passé quelques jours de cet été avec quelqu'un qui l'avait bien connu dans le temps. Et donc, je veux dire, sur ses mœurs, je veux dire, il essaie de nous faire croire que, alors que c'est l'inverse de ce qui est. Sur sa religion, il essaie de nous croire qu'il est d'obédience catholique et toute compagnie. C'est ce qu'il disait encore il y a quelques jours. C'est l'inverse de ce qu'il est. Il crache à la gueule des cathos et Jésus et Marie, il en a strictement rien à foutre. Je veux dire, tout ce qu'il fait, c'est l'inverse de ce qu'il pense réellement. Donc, si tu veux, c'est quelqu'un qui est effectivement, et là je te rejoins là-dessus, est diabolique, quoi, au plus haut point, au plus haut point. Mais te dire qu'il est intelligent, je ne crois pas, je ne le crois réellement pas. Il a bénéficié de soutien incroyable, de gens qu'il a ensuite largement subventionnés pour qu'il puisse ses actions de façon directe ou indirecte. Il a eu cette presse qui est le premier des médias aujourd'hui en France, le premier des pouvoirs aujourd'hui en France derrière lui. Il a su mettre les bonnes personnes dans sa poche au bon moment. Point final. Mais je veux dire, c'est pas Einstein, hein, c'est pas. Oui, mais C'est pas regarde, tu quelqu'un connais, lumineux. Hein. Tu l'entends tu parler, connais, tu l'entends parler sans prompteur. Le type, il vaut pas tripette, hein, honnêtement. Hein. oui, mais regarde les élections en Moldavie, les élections en Roumanie, quelques mois après, tout le monde réalise qu'en fait, c'est la France qui tirait les ficelles. Et un jour, on va réaliser que depuis que Macron est au pouvoir, on a tiré beaucoup plus de ficelles qu'on imagine. Mais bon, moi, c'est mon sentiment. Je comprends qu'on puisse le détester tellement qu'on pense l'inverse. Par ailleurs, il a été le plus jeune associé gérant de l'histoire de Rothschild. Et dans l'affaire entre Nestlé et Pfizer, il a passé 3 jours en Suisse chez Brabeck. Et c'est là où le deal a été conclu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Quelle était la nature de leur relation? C'est ça la vraie question. Mais en tout cas, il a été pendant 3 jours, le mec était pris en main et Brabeck l'a suivi pendant toute sa carrière. Et il le dit encore aujourd'hui. Brabeck, c'était un des grands parrains de Macron. Bon, Et Schwab disait que c'était le meilleur pour conduire le monde après le Great Reset. C'est Schwab qui le disait à la télé, c'est le meilleur d'entre nous. okay. Après, tu as des références qui sont complètement tronquées, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, tu as le droit de le penser et en tous les cas, tes arguments sont valables et tiennent debout. Peut-être un mot de conclusion à tous les deux, puisqu'on on va terminer maintenant cette émission après 1h30.
de débats qui étaient passionnants, très intéressants. C'est un très bon duo qu'on va retrouver peut-être mercredi prochain si vous voulez venir. Ce serait avec grand plaisir. On va poursuivre cette discussion, une émission, je pense, qui a satisfait nos téléspectateurs. Et c'était un grand plaisir, messieurs, de vous avoir. Peut-être un petit mot de conclusion sur le 10 septembre. Vous y croyez, vous n'y croyez pas? La messe sera dite après le 8 et la destitution de Bayrou et de son équipe. Et qu'est-ce que vous allez faire le 10 septembre, François? Le 10 septembre, c'est compliqué en fait de miser sur un jour et de dire ça, voilà, ça va porter ses fruits ou ça va pas porter ses fruits. La réalité, c'est que une action contre le pouvoir actuel ne peut se faire que dans la résilience. C'est-à-dire qu'elle ne peut se faire que de façon prolongée, durable. C'est un combat qui va être dur et qui va nécessiter des sacrifices, entre guillemets, de la part des Français. Est-ce que les Français seront prêts à faire ces sacrifices? Alors nous, on sera là, je serai là à ma manière, on sera là avec Profession Gendarme, on va être là aussi en observateur au départ pour voir un peu quelles sont les tendances. Mais il va y avoir de la stratégie, il va y avoir de l'adaptation, beaucoup d'adaptation. Et je pense que d'ores et déjà, c'est un mouvement, à mon sens, qui, alors certes, il faut l'annoncer à l'avance quand on fait un mouvement comme ça, parce qu'on peut pas, ce que j'ai dit, on peut pas bouger les masses comme ça du jour au lendemain sur un claquement de doigts. Il faut que les gens s'y préparent, il faut que ça rentre bien dans les esprits, il faut que ça se diffuse, il faut que ça infuse. Il y a plein de, voilà. Alors certes, mais dès lors qu'il y a les syndicats qui s'en mêlent, dès lors que on voit, moi, j'avais été voir sur les réseaux Telegram un petit peu ce qui se disait et on voit que ça a l'air d'être plus ou moins infiltré entre guillemets parce qu'on est déjà dans l'optique pas de facho, en gros pas de souverainistes, etc. On voit que on est déjà dans le conflit au sein des gens qui entendent organiser ça. Donc c'est compliqué. Il y a des leçons à tirer des gilets jaunes d'ailleurs. Il faudrait s'appuyer là-dessus. Donc c'est pour ça que je pense que ça va prendre une tournure différente, mais il faut se poser en observateur. Il faut espérer que ce ne soit pas un mouvement qui s'essouffle comme ça d'une journée ou ou d'une semaine et puis qui s'essouffle parce que ça aura pour effet que de décourager les Français à terme. Et ça, c'est regrettable. Et on pourra après se poser la question de savoir si c'est même pas organisé pour ça, pour un essoufflement, pour créer une espèce de lassitude. Voilà. Donc tout ça, il faudra qu'on regarde. Et après, par contre, en fonction de la situation, je pense qu'il y aura des décisions à prendre. Et que, à mon sens, et au regard de tout ce qu'on a pu dire ce soir, la réelle alternative se situe dans la reprise du pouvoir par le peuple, c'est-à-dire la souveraineté, c'est la définition de la souveraineté. Et ça, pour ce faire, il y a un moment, si les choses s'aggravent et si le climat devient plus insurrectionnel, il faut absolument que l'ensemble des souverainistes décident d'avancer main dans la main. Tant qu'on est dans une situation où chaque bloc souverainiste entend faire bande à part, eh ben, c'est mort. On ne sera pas assez fort, on ne sera pas assez fédéré et solidaire, ni financé et ni avec suffisamment de réseau pour faire quoi que ce soit. Voilà. Donc il faudra dans un premier temps voir la tournure que ça prend, et puis après, il va y avoir des décisions rapides à prendre. Et de la part de tous les cadres, d'ailleurs, des vrais partis souverainistes. Il va falloir à un moment, qu'ils prennent leurs responsabilités pour de bon. Et toi, tu y crois, comme mot de la fin, Bertrand, à ces partis souverainistes aujourd'hui qui existent en France? Est-ce que tu crois qu'il faut les unir entre eux pour créer une étincelle qui puisse contrecarrer cette politique gouvernementale et présidentielle? Moi, par exemple, tu vois, dans tous les sites internet qui existent, dans tous et il y en a pas mal en France, Profession Gendarme est un des seuls qui m'a régulièrement donné la parole. Toi aussi, Richard, d'autres. À l'opposé des pays étrangers où je parle beaucoup. Tu viens de dire, François, qu'il y a plein de conflits, il y a plein d'enjeux de pouvoir, etc. C'est-à-dire qu'à toutes les échelles, de toute façon, tout va être divisé,
etc., etc. Donc, tant qu'on ne va pas avoir quelque chose de commun, l'amour de Dieu, l'amour de la terre, l'amour de nos enfants, l'amour de quelque chose, en fait, il ne se passera rien. Rien. C'est l'analyse Il que se j'avais fait pendant passera. les Gilets jaunes, c'est-à-dire un manque de convergence vers un objectif clair et défini. Cet objectif, c'est un projet de société. C'est qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, si on interroge les gens pour le 10 septembre, on aura peut-être tout un panel de revendications, mais toutes différentes. C'est le problème. Et est-ce qu'on aura des revendications d'ailleurs qui vont sortir, qui vont un peu aller au-delà des simples considérations matérielles? Est-ce qu'on a des revendications qui vont un peu les transcender pour dire voilà, ce qu'on voudrait, c'est peut-être un changement de paradigme, effectivement, et donc aller plus loin, arrêter de réclamer des miettes en plus et sans vouloir changer ce système? Ou voilà. Et tant qu'on n'a pas défini en fait clairement cet objectif, pour moi, d'un point de vue militaire, hein, de toute façon, hein, une mission dont l'objectif n'est pas défini, elle est perdue d'avance. Elle peut pas être accomplie. Elle peut pas être accomplie. Donc là, si ça Celui part qui dans ne tous sait les pas sens, où il va risque de mettre du temps pour y arriver. Vous connaissez ce proverbe. Celui qui ne sait hein, pas où il va risque de mettre du temps pour y arriver. ben oui. Mais pour l'instant, la seule chose que je pense Par définition. la seule chose sur laquelle tous les Français sont d'accord, c'est le fait que ça va pas. Les Français. Mais au-delà de ça, la question, c'est quel modèle de société ils veulent. Et alors là, ça devient compliqué. On Et en là, ça C'est un devient parlera, peu ce qui on en avait parlera tué après. les Gilets jaunes, en fait. C'est que la seule chose dont on est certain, et on s'en rend compte vraiment, et c'est ce qui me fait le plus de peine, c'est que en ce moment, les Russes et les Chinois qui ont voulu essayer de sauver le système, même les dernières déclarations de Poutine ne sont pas encourageantes. C'est-à-dire que là, il arrive à la conclusion que la paix en face, elle n'est pas possible, et donc la guerre va s'accentuer. Et donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Amender un système malade qui veut le transhumanisme, qui veut tout ça, avec un autre qui veut vivre plus longtemps, mais en étant un peu plus. En fait, ça ne fonctionne pas. C'est Matrix. Tant qu'on ne veut pas être heureux avec ce qu'on a, eh ben, ou Rousseau, ou ce que vous voulez, on va s'entretuer, on va se bouffer de façon plus ou moins raffinée. Mais voilà, donc Bon, bah, marchez, pris prenez pour des nous, verres hein. avec vos voisins. Tu sais, Voilà. c'est La la fête des table voisins, la espagnole, fête des hein. voisins. Ok, bon, en tout cas, merci J'ai beaucoup. des très petites ambitions. En tout cas, prie pour nous à Lourdes, hein. On a besoin de tes prières, hein, parce que vraiment aujourd'hui, dans ce monde inversé qui est le nôtre, c'est très difficile. Alors, j'ai terminé juste par un petit SMS que m'a envoyé Doc Pascal, ici présent ce soir sur cette antenne et qu'on salue, quelqu'un qu'on aime beaucoup, vous savez, sur cette antenne, et qui dit: Mon fils vient de commencer son apprentissage aujourd'hui. Il vient de me dire que nous avons raison sur toute la politique sanitaire. En effet, le fils de son patron est injecté plusieurs doses. Il ne vient plus au travail, trop fatigué, car il n'a presque plus de défense immunitaire. Le patron et ses 3 employés, injectés plusieurs fois, sont malades. Ils disent que c'est le Covid. C'est juste la conséquence de leur injection. Mon fils vient de comprendre les mots de Montagnier. Les non-injectés seront les seuls gardiens de l'humanité. C'est QFD. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, la semaine prochaine, si vous êtes là mercredi prochain, on parlera cette fois-ci de géopolitique, d'international, de Trump qui, ce soir, a dit que si ça ne bougeait pas du côté de Poutine pour la paix en Ukraine, eh bien, il y aura un choc dans les jours ou les semaines qui viennent. Voilà, la dernière menace de Trump à l'encontre de Poutine. Donc, vous nous direz ce que vous en pensez un peu la semaine prochaine, si vous êtes dispo. En tous les cas, je vous remercie infiniment à tous les deux d'être venus, nous avoir réservé cette si belle émission ce soir. L'occasion peut-être de vendre, comme je l'ai dit en début d'émission, autant moi je le fais avec Géopolitique Profonde et la lettre confidentielle à laquelle je vous invite à souscrire et à vous abonner.
avec le lien ci-dessous qui sera affiché à la fin de cette émission. Autant je vais laisser juste un petit mot à nos deux amis pour qu'ils nous disent comment pouvoir acheter leurs produits respectifs. Alors François, c'est bien sûr tes deux livres maintenant. Oui, oui. Je l'aime. Alice, On va ça dans sera un peu inversé, mais voilà, c'est chaud, les voilà. une approche justement sur l'inversion des valeurs. Donc là, ça tombe bien, l'image est inversée. C'est Alice au pays de Lucifer. Donc ça traite un peu de l'inversion de l'inversion des valeurs et puis de la société du spectacle et donc de toutes ces thématiques-là, donc le rapport à la consommation et puis au-delà de ça, toutes les perspectives théologiques, ésotériques qui ont conduit le monde dans lequel on vit à devenir ce qu'il est. Donc c'est assez atypique. Et puis le dernier, c'est Captionem. Captionem, c'est un roman de la trempe de 1984 ou du meilleur des mondes. Donc c'est un roman, on va dire, d'anticipation, mais qui est pas vraiment d'anticipation dans le sens où il se passe actuellement, mais dans une ville fictive et coupée du monde et qui est entièrement. Donc c'est une des villes 15 minutes dont parlait Bertrand tout à l'heure. C'est une ville qui est entièrement gérée par les algorithmes et l'IA et dans laquelle en fait les gens pensent vivre librement, mais en réalité ils n'ont plus aucun libre arbitre. Et donc il y a une personne qui va se retrouver de l'extérieur, du monde extérieur, malheureusement captive dans cette ville et va devoir s'en échapper. Et donc le livre il offre une grande réflexion sur le totalitarisme et puis justement dans sa forme la plus paroxystique, qui est le totalitarisme devenu invisible. Et c'est la société dans laquelle on veut nous amener petit à petit si justement on suit les préceptes du WEF et puis même l'agenda 2030. Hein. Enfin, tout est synthétisé là-dedans quelque part. Et c'est vraiment du Orwell, mais avec la technologie d'aujourd'hui, l'ingénierie sociale d'aujourd'hui, et donc, ça pousse encore de façon plus perverse le concept. Voilà. Avec une fin heureuse, je me précise quand même, parce que c'est pas complètement dystopique, même si par moments c'est très sombre et très violent. Et c'est un ouvrage vraiment réflexif. À la Debord, à la Debord. Et toi alors, Bertrand, Alors, comment c'est d'abord, donné à tes juste lettres? Comment c'est donné à tes lettres? Tu nous as pas mis la un petit clin d'œil, il y a le nouveau Histoire Magazine qui vient de sortir, donc je vous invite à le découvrir, c'est sur les sociétés secrètes, donc Histoire Magazine, sociétés secrètes. Et moi, en fait, j'ai le projet d'un livre, mais qui traîne, parce que j'écris tellement de lettres, mais qui plaisent beaucoup, donc sur Substack, et Bertrand Scholler. Je vous invite à les découvrir. Toi, je sais que Ricardo, t'en as lu certaines. François, il faut que je retrouve ton email dans mes emails et je vais te mettre en lien, mais je suis sûr que ça va te passionner. Donc, j'écris quasiment tous les jours, parfois plus, des lettres assez longues et qui permettent en temps réel d'avoir de façon un peu pédagogique une analyse de ce qui se passe et toujours en replongeant avec les racines de l'histoire. Et malheureusement, je ne me trompe pas beaucoup. C'est-à-dire que quand on prend les lettres un mois, 2 mois, 6 mois, un an après, faites l'exercice, il n'y a pas d'erreur en fait. Malheureusement, j'aimerais bien en faire plus, mais il n'y en a pas. Voilà, pas d'erreur. C'est le chieur, comme dirait l'autre, qui vient le vendredi chez nous. Bon, écoutez, merci beaucoup en tous les cas d'être venu. À mercredi prochain, si vous acceptez mon invitation. Et c'est un beau duo qui s'est mis en place. Je pense que vous êtes bien complémentaires et très intéressants tous les deux, messieurs. Merci beaucoup, bonne semaine et Merci. à une nouvelle émission. Au revoir.